Là, je trouve que c'est vraiment lancer le débat. En fait, elle rencontre une journaliste qui veut véritablement, dans les années 60-70, hein, elle meurt en 79, donc elle discute de ça, elle veut vraiment la mener vers cette identification. Et elle dit, je suis féminine, oui, féministe peut-être pas, elle ne se sent pas du tout concernée finalement par ce débat des années 60, mais en même temps, elle dit, puisque j'ai fait tout ce que je voulais dans ma vie, et non seulement j'ai fait tout ce que je voulais, mais je me suis amusée à créer. Ça n'empêche pas d'être féministe, vous me direz. Mais en fait, elle n'est peut-être pas dans cette préoccupation. On verra, c'est vrai qu'elle est reconnue assez tardivement, après les années 50 et même lorsqu'elle a une exposition en 67-68 à Pompidou. Et d'autre part, je perds ma voix, c'est mal parti. Et ensuite, bien sûr, en 2014-2015, lorsque le musée de la ville de Paris, d'art moderne, va réaliser, il va réaliser une grande rétrospective qui met en valeur les facettes identitaires de cette femme, qui était vraiment une femme polymorphe, qui est une femme qui a envie, et ça c'est extraordinaire, d'amener l'art dans la rue, d'amener l'art dans les maisons, d'amener l'art dans la vie. Et qu'est-ce que c'est que l'art pour elle? C'est complexe, bien sûr, mais c'est d'abord la couleur. D'où ce titre formidable qui ne vient évidemment pas de moi, mais de France Culte. Des couleurs dans les yeux. Cette femme, en fait, du point de vue de la chronologie, elle correspond pratiquement exactement, et je ne pense pas que ça lui aurait fait plaisir, aux dates de Picasso. Ils sont à peu près nés en même temps, à quelques années près, ils sont à peu près morts en même temps, à quelques années près, parce que Sonia Delaunay, elle aime beaucoup les poètes. Elle aime beaucoup Sandrard, vous verrez. Elle aime bien aussi Apollinaire. Apollinaire qui a d'ailleurs dormi boulevard Malesherbes, à moins que ce soit à la rue des Grands Augustins, dans l'appartement des Delaunay, parce qu'il était à ce moment-là un peu traqué par la police. Et c'était le moment où la Joconde a été volée, et on l'a un peu accusé. Bref, c'est une femme, je crois, extraordinaire. Et c'est une femme qui dit « Je suis partie de la Russie d'Odessa à 3 ans ou 5 ans, ça dépend, c'est sans doute 5 ans. Et là, j'ai pris de mon père toutes ses qualités et de ma mère, je n'ai pris aucun défaut. » Elle a véritablement une créativité extraordinaire. Et elle dit à 5 ans, j'ai pris de mon père cette idée finalement qu'il fallait toujours avancer. Il ne fallait jamais se plaindre. Il fallait finalement toujours tenir la tête haute. Et je crois qu'elle a quand même beaucoup aidé Robert, non seulement, évidemment, parce que c'est un couple fusionnel, non seulement par sa créativité, mais en même temps, c'est elle qui a été obligée de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Une vie de roman, on le verra dans un instant, j'ai envie de vous plonger véritablement dans une œuvre. Vraiment la couleur, mais en fait, elle a une relation à la couleur qui n'est pas du tout forcément celle, évidemment, des impressionnistes, qui se rapproche de Gauguin peut-être du point de vue de la tonalité, qui n'est pas non plus obligatoirement celle de Seurat, même si elle connaît très très bien le livre sur Seurat, sur Signac, pardon, elle a rencontré Signac. Mais c'est un élément très intéressant, on la catalogue d'abstraits géométriques. En fait, elle dit tout est sentiment, tout est couleur pour elle, et c'est vraiment presque l'intériorité qu'elle a lorsqu'elle voit des couleurs qui se transmet dans sa peinture. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec ce qu'on pourrait appeler une abstraction froide, c'est une abstraction qui porte ses sentiments, la joie de vivre. Et je vous le disais, c'est extraordinaire qu'une artiste dise « je fais tout en m'amusant ». C'est quand même formidable, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu de soucis, évidemment, dans sa vie. Elle est mal connue et mieux connue peut-être depuis 2014-2015 parce que c'est une artiste qui va absolument être fondamentale dans le domaine des arts appliqués. Non seulement dans ces arts appliqués, la potentialité énorme de création de tissus, de création d'objets, bien sûr, d'associations avec un fourreur, M. Heim par exemple, la participation en 1925 à la grande exposition des arts décoratifs, mais en même temps, en fait, elle va proclamer vraiment très clairement, même si on le disait depuis le début du siècle et même avec le mouvement Art and Craft à la fin du 19e siècle, il y a équivalence entre en fait l'art qui est l'art appliqué,
ce qu'on appellerait le design en partie pour certains, et puis la peinture. Cette équivalence, cette idée qu'il n'y a pas de frontières, n'est toujours pas évidente dans ce premier 20e. Elle est intéressante aussi parce qu'elle choisit la couleur à un moment donné où Picasso et Braque et Matisse aussi ont fini en 1910-1911 par laisser un petit peu la couleur pour se consacrer à la forme, et on n'est plus du tout dans l'éclatement de la couleur de 1905. Donc elle a vraiment sa place à part entière, non seulement à côté de son époux, bien sûr, parce qu'elle va le promouvoir, comme vous le disiez, Benoît. Je prononcerai 5 fois votre prénom pendant la conférence, c'est le défi que je me donne. Eh bien, en fait... C'est bien. Mais je crois que j'arriverai pas. Eh bien, cette femme, je ne sais plus ce que je voulais dire, nous entrons dans sa vie, art appliqué, et l'art, l'idée de donner de la joie, en fait, dans ce monde sombre. Nous sommes à la fin de la période russe du tsar Nicolas II. Nous sommes après, en pleine révolution qu'elle n'a pas connue directement, mais elle en a subi les conséquences pécuniaires. Et nous sommes aussi dans cette révolution artistique extrêmement importante, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Elle perd son époux en 1941. Elle s'inscrit évidemment totalement dans l'exposition de Benoît. Ça fait 2 fois, je vais dire 5 fois en 5 minutes, comme ça ce sera fait. L'exposition Femmes années 50. Le choix de l'abstraction entre peinture et sculpture. Vous avez remarqué qu'elle était plutôt du côté de l'abstraction géométrique, c'est-à-dire quand on entre, plutôt à droite. L'abstraction géométrique, pour elle, n'a rien de froid, encore une fois, mais c'est certain que certaines, vraiment, la traitent de grande dame. Vera Molnar, vous voyez, Vera Molnar a travaillé avec Vasarely. Vera Molnar est vraiment dans cette optique art. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses œuvres, qui sont dans la première partie à droite. Et Vera Molnar, qui est née en Hongrie en 1924, qui a 40 ans à peu près de différence avec Sonia, dit qu'elle a été vraiment importante, que sa rencontre a été déterminante, qu'à l'époque c'était la grande dame de l'art moderne, et elle aimait tout ce qu'elle faisait, et ce à quoi elle tenait aussi, c'est qu'elle trouvait une connivence de femme orientale, puisqu'elle est née en Ukraine, c'est-à-dire en Russie, et elle était elle-même née en Hongrie. Et vraiment, cette femme va jouer un rôle fondamental parce qu'elle va non seulement utiliser les théories sur la couleur, elle va les utiliser, mais elle va les dépasser, mais elle va enchanter en fait l'univers et pas seulement rétinien. L'œuvre d'art est l'expression de la vie intérieure, de la poésie du créateur. Et là, on est non seulement dans cette idée de relation entre la peinture et les arts appliqués, mais cette ouverture à la poésie. Je crois que Pierre Soulages aime beaucoup la poésie, Sonia Delaunay aimait beaucoup la poésie. Et lorsqu'elle était en Russie, elle part en 4 pour aller en Allemagne, se former à l'école des Beaux-Arts. Eh bien, elle a déjà lu évidemment tous les Russes. Elle a lu Apollinaire, elle a lu beaucoup de poètes, et elle va travailler avec Sandrard. Donc c'est une femme finalement d'une ouverture extraordinaire à une époque où ce n'est pas si évident que cela. Alors là, une petite vue totalement imprenable, et je ne sais pas moi qui ai pris la photo à gauche, où on ne peut absolument pas voir la pauvre Marie Raymond qui est totalement floue au fond. Vous le voyez, à gauche. Et puis l'œuvre, qui est une œuvre qui crée en résonance finalement ces couleurs, on va le voir dans un instant. Tout est sentiment, tout est vrai, la couleur me donne la joie. Et c'est une femme donc qui va avoir une vie exceptionnelle, relatée par un personnage très important qui va l'aider surtout à la fin de sa vie, Jacques Damas, qui a réalisé ce livre que vous avez à droite. Cette œuvre-là, c'est non seulement la couleur, mais c'est la couleur qui intègre aussi le noir. Le noir, comme Soulages, et peut-être de manière totalement différente évidemment, est une couleur, comme elle l'était aussi pour Matisse, sans le proclamer véritablement, mais j'aime bien cet entretien justement de Bernard Cesson avec Soulages, même si vous en avez parlé Benoît 3e fois. En fait, là on a vraiment une connivence et une réflexion entre les deux. Il dit, Soulages, c'est en rencontrant chez Joseph Delteil que j'ai découvert l'abstraction. Vous savez qu'il l'avait découvert aussi chez son coiffeur. Et moi, ça m'encourage parce qu'aller chez le coiffeur, c'est quand même pas anodin. En ces temps actuels, c'est pas possible de se retrouver avec des journaux, mais c'est dans Signal, vous savez qu'il a découvert Mondrian. Bref, là, on est vraiment avec cette couleur, le noir, c'est
Mais c'est de la couleur, le noir. C'est une couleur très violente. Je ne parviens pas à comprendre cette distinction absurde entre d'une part le noir et le blanc et de l'autre la couleur. Le noir, pour moi, c'est une couleur intense, plus intense que le jaune, qui apporte des réactions, des relations violentes. Pierre Soulages. Elle va donc rencontrer ce jeune Pierre Soulages qui lui-même va rencontrer une femme qui est toujours vivante, qui était là, et je n'étais pas là, mais tant pis pour elle. Non, je l'ai vue autrement. Liliane Clapiche. On a fait le tour de l'exposition. Liliane Clapiche, qui d'ailleurs dit une chose très intéressante. Quand on lui dit « est-ce qu'il y a une peinture associée au féminin masculin ?» Elle répond tout de go « il n'y a pas en fait d'identité sexuelle en quelque sorte dans la peinture ». Ça c'était intéressant. Et puis elle a été présentée à Soulages par Léon Basque, c'est Léon Basque, c'est ça qui était son professeur. Donc intéressant de voir finalement ce monde fonctionner. Il y a aussi, évidemment, et c'est central, un travail en cordée, même si elle choisit les arts appliqués, avant finalement 45, en peignant un petit peu, mais essentiellement les arts appliqués, c'est qu'il faut bien, évidemment, faire vivre son époux et la maisonnée, puisqu'elle a très très vite un fils, dont j'ai oublié le nom, mais je pense qu'on va le retrouver tout à l'heure. Comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais plus. Bref, qui ont fait une donation d'ailleurs à Pompidou. Quand vous voyez cette œuvre de Robert Delaunay, vous avez d'abord, au lieu de regarder le titre, des couleurs qui sont en dissonance, des couleurs qui sont en connivence, des couleurs qui sont en aplat, vous le voyez bien, dans des cercles qui pour lui montrent le mouvement. C'est à la fois, non pas le mouvement d'une mécanique, c'est le mouvement de la vie moderne. Et cette relation, cette opposition, ce mouvement, ce rythme, c'est le nom de l'œuvre, appartient véritablement aussi, ainsi que la joie de vivre, à la pensée, finalement, qui est une pensée de Sonia Delaunay, extrêmement positive. Alors, j'allais faire ça pour... Pardon. Ce que j'ai essayé de développer et exprimer dans mes dernières toiles, là vous avez une photographie de la fin de sa vie, c'est que la couleur a une vie en elle-même et je crois que c'est la grande nouveauté de notre découverte. C'est-à-dire que cette couleur, c'est pas une simple couleur qui va rythmer avec une autre, c'est véritablement un langage. Et elle va d'ailleurs travailler la couleur comme Sandrard peut l'utiliser avec ses mots et ses poèmes. Cette grande dame de l'art, c'est certain qu'elle a été, avec toutes les femmes qui se trouvent encore en bas, qui partiront dans 2 mois. Elle a été véritablement une pionnière, elle a été un passeur de génération et elle va véritablement aussi exposer au Salon des réalités nouvelles. Ce qui ne va pas lui arriver, c'est ce qui est arrivé à Liliane Clapiche qui me l'a dit. Elle m'a dit, une fois que je suis revenue, je dirais pas la pseudo-figuration, mais enfin une figuration teintée d'abstraction, on m'a complètement jetée. Sonia Delaunay, elle est en dehors en fait de ces écoles, elle a choisi l'abstraction, vous allez voir qu'elle commence par la figuration. Moi je trouve que c'est intéressant de voir cette œuvre parce qu'elle est totalement plate forcément, c'est une sérigraphie en couleur, où vous avez là ces aplats de couleurs qu'elle a pris d'ailleurs au départ chez Robert mais aussi chez Gauguin, et il y a ce jeu de couleurs ici qui est évidemment associé à un travail beaucoup plus fourni, qui est cette idée de faire des reproductions, des sérigraphies et d'y donner un terme, un titre éloquent, Poésie des mots, Poésie des couleurs en 1961. Puis vous voyez bien au-dessous, en descendant un petit peu, parce que moi je vois absolument rien en fait, édition Denise René, bien entendu, elle va être exposée aussi par cette galerie. Alors évidemment, revenons un petit peu au féminisme, parce que ça fait partie un peu de ce débat, même si ce sont surtout des femmes des années 60 qui vont proclamer ce féminisme. De Independent, dit en 2015. Et là, Griselda Pollock fait partie des différents auteurs de l'ouvrage du catalogue de la ville de Paris. C'est une telle honte que le dogme moderniste n'ait pu accepter qu'elle passe les limites de ce qui était considéré comme un art acceptable. Le dogme ne voulant pas admettre que le discours du modernisme pouvait être interprété de toutes sortes de manières. Vêtements, décors et même dans les couvertures pour les lits de bébés. Je vous montrerai la couverture qu'il a réalisée pour son fils, dont je ne me rappelle toujours pas le nom. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vivre son art. Elle va le faire vivre dans la rue. Elle va réaliser des dessins de costumes. Elle va réaliser pas des costumes de théâtre pour Diaghilev. Elle va réaliser des vêtements. Mais ce n'est pas une femme qui cherche la mode pour la mode. Ce n'est pas une femme qui cherche à innover dans ce domaine de la mode. Elle veut libérer le corps qui a été libéré après 14.
enfin les soldats aussi ont été libérés, pardon, excusez-moi de faire la comparaison, mais le corps sans corset, bien sûr. Elle n'est pas Paul Poiret, elle n'est pas la future Coco Chanel ou d'autres, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour créer en fait quelque chose de nouveau, elle veut véritablement traduire la couleur sur ses vêtements. Et elle va très loin, parce qu'elle aime beaucoup s'amuser. Même si elle a, je vous montrerai une photo qui montre une certaine réserve, elle va créer cette première robe simultanée en 1911, vous imaginez, pour aller au bal Bullier. Donc elle va vivre directement son œuvre au bal Bullier. Alors vous imaginez, je crois que Robert était, si j'ai bien compris, à moitié habillé en... C'est un pyjama, moi j'appelle ça un pyjama, mais c'est pas très gentil, c'est pour vous dire un petit peu avec toutes ces formes géométriques, mais ce sont des gens qui osaient, qui s'amusaient. Et la voilà ici, dans cette œuvre qui est donc reconstituée, qui est sans doute au musée des arts décoratifs maintenant, oser transcrire finalement sur une femme qui, par destinée comme un homme, bouge de temps en temps. Et écoutez, ça c'est formidable. Alors on a là une vue de l'exposition. Vous voyez l'œuvre qui est au musée ici prêtée, pardon, qui est au musée de Pompidou, au centre Pompidou ici, est en écho avec d'autres œuvres. Et vous voyez très bien la parenté, la linéarité finalement, non seulement dans les couleurs, mais dans cette recherche constante jusqu'à la réalisation en fait d'un tapis. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, elle a permis à Art Curial de transformer son œuvre en un objet très préfigurateur. Elle s'habille ou elle fait habiller des mannequins en Sonia Delaunay, elle customise ou elle peint une voiture un peu pour s'amuser aussi, bien sûr, le manteau étant véritablement cette réalisation. Et vous voyez que la géométrie lui appartient, mais il n'y a pas que la géométrie, cette rigueur, ce caractère presque manuel, parce que lorsqu'elle créera un atelier chez elle, boulevard Malesherbes, elle va employer des collègues, des jeunes Russes, non pas pour les sous-payer du tout, mais parce que ce sont des petites mains extrêmement habiles, ce souvenir russe aussi. Puis dernière œuvre, nous sommes toujours dans l'introduction, mais ce n'est pas fini. Le croisement des arts au début du XXe siècle n'est pas simplement le fait de Sonia Delaunay, bien entendu, c'est aussi le fait de Picasso, qui va rencontrer d'ailleurs sa dulcinée chez Diaghilev, une de ses dulcinées. Sa femme. Mais là, vous voyez que ce qui est amusant, c'est qu'on a en même temps la photographie, le film, vous verrez tout à l'heure, qui accaparé cet élément. Vous avez l'œuvre préparatoire ici à l'aquarelle peut-être, ou la peinture, je ne sais pas trop à vrai dire, ce n'est pas marqué. Cléopâtre, une reconstitution ici. Donc finalement, cet art transversal et cette idée en fait de non, absolument pas de nivellement, mais d'égalité de tous les éléments. Il y a une structure qui est très importante, qui s'appelle une association, l'UAM. L'UAM, c'est un petit peu les déçus en fait, des arts décoratifs qui sont essentiellement quand même vers une sorte d'élitisme. Et bien là, l'UAM, Charlotte Perriand, Le Corbusier, Mallet Stevens vont en faire partie, elle va faire partie il y a un temps. C'est l'idée de l'œuvre pour tous, et il y a un homme qui est très important, et je ferai plaisir, je pense, quatrième et avant-dernière, à monsieur. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est Jourdain, Francis Jourdain, qui est créateur du Secours populaire. Je ne sais pas pourquoi ça vous intéresserait particulièrement. France Jourdain, qui dit du pain et des roses. Et c'est des artistes. Il va aussi réaliser, Francis Jourdain, des œuvres, des meubles pour tous, des œuvres pour tous. On est un petit peu dans cet esprit. Elle est forte, cette photo. La Grande Dame, c'est Fabrice Ergotte, qui est le conservateur, le directeur du musée de la ville de Paris d'art moderne. Le ministre de la Culture, André Malraux, qui voit d'ailleurs, pas la voiture que vous avez vue, mais une autre voiture, une Matra, qui va être aussi représentée. Et il lui dit, je crois, oh, j'espère qu'il n'y a pas que les voitures que vous réalisez, je le sais bien sûr. Moi, c'est moi qui parle à la place de Malraux, donc vous voyez que je n'ai pas utilisé ces termes. Le ministre devant un tableau de Robert Delaunay, qui est la figure tutélaire ici, et la reconnaissance finalement en 64. Pourquoi vous avez une barre sur les mains? C'est pas de la censure, mais il y avait un petit mot que je n'avais pas envie de voir, c'était la référence de la photo. Donc, dernier élément qui est fondamental, voilà l'entrée, enfin la salle, avant d'entrer dans l'exposition, où vous voyez une œuvre qui est une œuvre décorative, les grands panneaux décoratifs que je ne vous montrerai pas, sauf que vous l'avez sous les yeux à l'instant.
ici font partie aussi de cette pluralité et en même temps cette logique de création. C'est vraiment c'est pas un mécanisme, c'est cette idée finalement circulaire ici, semi-circulaire, de faire jouer finalement le regard sur ces œuvres et de donner une dynamique tout à fait caractéristique des modernes. Nous sommes là en 1938. Et l'œuvre, elle est très grande. J'aurais dû me mettre devant. Je n'ai pas vu l'expo, donc je ne risquais pas. Alors, je vous parlais bien sûr de sa biographie, parce que c'est une femme incroyable. Elle est d'origine juive polonaise. Elle est née à Odessa, alors ça s'appelle Gradczyk, je n'arrive pas à le prononcer, mais c'est à quelques kilomètres d'Odessa, en Ukraine. Elle a un père qui finalement est un ouvrier au départ et puis qui va finalement devenir le directeur de cette entreprise de clous, je crois. Et elle a 2 frères et sœurs. Famille relativement modeste. Elle va dire, autant en parler maintenant, cette judéité ou cet attachement à cette identité juive, elle n'est pas religieuse, elle serait plutôt une identité générale, cet attachement, mais il n'y a aucune référence là, il y a une sorte de distance par rapport à cela. Par contre, la chance qu'elle a, c'est pas qu'elle a été abandonnée par ses parents, c'est que l'oncle qui s'appelle Terk, elle s'appelle Stern. Elle va avoir 4 noms différents, même 5 noms différents de famille. Eh bien, va dire à sa sœur, est-ce que tu veux que j'amène, en fait, je parle à sa place aussi, Sonia, qu'on appelle Sophia à ce moment-là, qui s'appelle même pas Delaunay, bien évidemment. Sophia, est-ce que tu veux que je l'élève avec mon épouse Anna, parce que j'ai pas d'enfant? À Saint-Pétersbourg, vous imaginez? Surtout que ce couple, en fait, était formidable. Il appartenait à l'intelligentsia russe. Ils faisaient des voyages dans toute l'Europe. Ils étaient collectionneurs. Donc, vous imaginez cette jeune femme qui n'aurait pas forcément eu cette occasion, cette possibilité de devenir artiste. Elle a lu toute la bibliothèque. Elle s'est un peu méfiée, elle a un peu rebellé contre cette bourgeoisie, mais en même temps, c'est l'aide financière qui lui a permis de s'implanter à Paris en 1906, faire l'école des Beaux-Arts à Karlsruhe, en Allemagne, pendant 2 ans, donc être formée, et c'est véritablement une chance pour elle. Je ne sais pas si elle était restée à Odessa, peut-être qu'elle se serait noyée dans la mer Noire, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que cette opportunité va lui ouvrir véritablement une identité qu'elle réclame après. Elle dit « je suis russe, d'accord, je suis française, d'accord, mais je suis avant tout européenne ». Elle parle 4 langues, dont je pense le yiddish aussi, plus ou moins. Elle apprend l'espagnol, l'allemand, le français et le russe. Donc cette chance, elle est extraordinaire et c'est par rébellion parce qu'elle étouffe à Saint-Pétersbourg. Alors est-ce qu'elle étouffe parce que en fait Terk, son oncle, va avoir un cuisinier qui est le meilleur cuisinier de Saint-Pétersbourg après celui du Tsar, Nicolas II. Donc famille privilégiée, formation et déjà cette liberté, ce choix qu'elle fait. On n'accepte pas facilement, mais il y a quelque chose de très important, c'est que pour qu'elle vive sa vie, sa tante et son oncle vont lui donner une pension, vont lui acheter des appartements à Saint-Pétersbourg, finalement ça lui permettra d'avoir une rente immobilière. Formidable. Elle a tout d'une jolie femme de la bourgeoisie, elle est très bien élevée. Remarquez quand elle s'habille, évidemment, pour aller au Balbulier c'est différent, mais toujours extrêmement sobre. Elle a toujours une retenue de ses sentiments personnel, et dans ce livre qui a l'air un peu bizarre, parce qu'il est venu de... Mais je vous le montre, hein, cassé carrément, hein, Nous irons tous au soleil, elle parle peu d'elle, elle parle de toutes ses expériences passionnantes. 1885-1908, première période, alors elle va, c'est un peu logique, commencer par la figuration, elle va dessiner, va prendre des eaux-fortes aussi, elle va arriver donc en 1906 à Paris. Elle arrive en 1906 à Paris et ce n'est pas une date anodine. Ce n'est pas une date anodine parce qu'on est en pleine révolution cubiste. Les demoiselles d'Avignon, que son futur mari, avec qui elle divorcera l'année d'après, je vous expliquerai, eh bien, est allé voir les demoiselles d'Avignon chez Picasso. On est en pleine révolution fauve depuis 1 an avec Matisse et Derain. On est là aussi avec Apollinaire, bien sûr, toujours extrêmement présent. L'œuvre, elle vaut pour ce qu'elle vaut. Cette eau-forte ici, elle a appris, mais il y a aussi 2 événements très importants. C'est qu'en 1903, Gauguin meurt,
rétrospective, 1906, c'est Cézanne qui meurt, rétrospective. Donc elle va non seulement connaître les expressionnistes allemands, mais elle va aussi regarder ces artistes. Évidemment, l'origine russe, ces fameux, on parle toujours des marchés russes qui sont avec des paysannes, avec des fichus colorés. Kandinsky le dit, Chagall le dit. C'est l'œuvre de Kandinsky et de Chagall, c'est exactement la même chose. Chagall aura un ancrage beaucoup plus dans sa religion, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Donc il y a ça qui se mêle à Gauguin. Peut-être que vous trouverez que c'est un peu exagéré, mais elle admire infiniment Gauguin, elle le découvre dans ses rétrospectives, et là, même si on n'a pas les enfants équivalents, elle va représenter beaucoup de jeunes filles finlandaises parce que son oncle et sa tante avaient une demeure pas mal en Finlande, une demeure d'été, une sorte de datcha en Finlande. Là, je crois que vous voyez le cadrage assez original. Vous voyez dans les deux œuvres, elle n'a pas copié celle de droite, c'est moi qui les mets en regard, les deux enfants de Schuffenecker. Il y a là un écrasement de l'espace, il y a un aspect décoratif, il y a des aplats de couleurs. Donc il y a en fait une tradition qui est extrêmement bousculée. Ces aplats de couleurs, cette audace colorée, les jaunes. Avez-vous vu les jaunes de Gauguin ? Bien sûr, le jaune, c'est pas ce qu'elle préfère. Et vous voyez qu'à travers ces petites jeunes filles dont le regard est un peu fuyant, on a ces audaces de couleurs, on a en même temps ce qu'on va voir à l'instant, quelque chose qui est plutôt une influence des fauves. Regardez ce trait vert par exemple ici et le bleu ici, c'est-à-dire une construction par la couleur qui va être vraiment, vraiment déterminante. Déterminante au point que la pauvre couturière, si je puis dire, Madame Matisse n'est pas plus gâtée, la pauvre couturière Philomène qu'elle a à Paris, ou qu'elle connaît, une couturière, eh bien, elle la représente ici. Le fond est un peu matissien, hein, le fond de ce décor. Construire un visage avec cette couleur libérée, mais elle n'est pas seulement libérée en l'utilisant comme finalement une ombre, un élément de volume éventuellement, elle est libérée parce qu'elle est complètement distante de la couleur locale. Elle fait partie de cela, et regardez, le parallèle est tout à fait personnel, mais enfin, je pense que vous voyez évidemment que les deux propos sont un petit peu parallèles, donc c'est jamais, un artiste n'est jamais ex nihilo, bien sûr. Attention à vos yeux, regardez bien, c'est le seul nu de Sonia. Trouvez le dessin. Alors, on pense, je crois, bon, bien sûr, peut-être à Matisse, le souvenir de Biskra. On pense aussi évidemment aux expressionnistes, mais les expressionnistes et Marzella, regardez comme Marzella, elle est de 1910 de Kirchner, c'est-à-dire les expressionnistes allemands, on est vraiment dans cette veine, donc ce n'est pas une influence directe, mais il est certain que là on baigne un petit peu dans cet art qui est expressif, qui va jusqu'à la déformation des corps, dont les couleurs sont extrêmement audacieuses, qui ne met pas à mal le corps, mais elle est aussi dans la tradition de la prostituée qui se représente ou qui est représentée comme ceci. Moi, je pense à Toulouse-Lautrec, on est quand même loin, hein, ici avec les bas noirs, mais surtout, regardez comme il redouble. Là, et c'est un peu Cézanne qui l'influence aussi, il redouble le trait, bleu sur du jaune. Elle est dans un espace, on dirait qu'elle est en apesanteur sur un coussin, très bizarre, c'est-à-dire que le propos n'est pas en quelque sorte de traduire la réalité, le faciès un petit peu primitif, si je puis dire, donc influence multiple. Je crois que c'était important de traverser cela. Alors, la relation avec Kupka, alors franchement, excusez-moi, il n'y a même pas de titre. Kupka, gamme jaune. Cette idée finalement de travailler la couleur de Kupka, qui est aussi un des grands abstraits, un petit peu oublié hein, par rapport à Freundlich, Mondrian et puis Kandinsky. Eh bien là, on a un travail sur une seule couleur, mais c'est une couleur aussi qui va pour lui avoir un sens mélancolique, psychologique, ce qui n'est pas du tout le cas finalement c'est pas optique non plus chez Sonia Delaunay, mais tout à fait différent. Une audace colorée. Nous arrivons au deuxième point. L'art encordé, c'est un terme un petit peu à la mode. L'art encordé, c'est vraiment ce coup de foudre. Alors, Sonia Delaunay, elle tombe complètement amoureuse, hyper amoureuse de Robert. Et, comme le dit Jacques Damas, elle réussit vraiment à rendre très très amoureux Robert Delaunay. Donc, je ne sais pas lequel était plus amoureux. Ils vont faire ensemble une révolution.
Mais cette révolution, elle est préparée par Robert à travers une figuration qui passe plutôt par les modernes, et elle va passer un peu plus vite finalement à l'abstraction. Ce que je trouve intéressant, c'est lorsqu'elle arrive à Paris, immédiatement, elle va rencontrer quelqu'un que vous connaissez, mais vous le connaissez très très bien, qui s'appelle Wilhelm Hude. Et vous savez pourquoi vous le connaissez? Parce que c'est le sauveur de sa femme de ménage, Séraphine de Senlis. Alors on fait un raccourci énorme, bien sûr. Il la rencontre et paraît-il que la tradition russe, quand on voulait un petit peu se dégager de l'embourgeoisement ou de la société bourgeoise et qu'on voulait se marier avec, pour avoir plus de liberté économique, ça se faisait en Russie, on épousait n'importe qui. Et qui épouse-t-elle? N'importe qui? Non, pas n'importe qui. Elle épouse un homme qui s'appelle Wilhelm Hude, qui a eu une vie étonnante, qui est un collectionneur, qui est un galériste et qui est homosexuel. Donc il n'y aura pas consommation du mariage. Je m'excuse de dire ça. Quand elle voit arriver Robert, donc ils vont divorcer, mais c'est-à-dire c'est un mariage blanc. Donc vous voyez cette jeune femme qui a été élevée quand même de manière traditionnelle, qui dépasse complètement les limites. Et Hude, elle le verra toute sa vie, ils s'entendent très bien, ils sont un peu mal assortis, mais il va, formidable, en 1907, alors il est même représenté par Robert, vous imaginez, qui le connaît, de manière un peu néo-impressionniste, peu importe, eh bien il va lui permettre d'exposer 1907. Alors vous calculez, elle est en 85, elle doit avoir 22 ans, quelque chose comme ça, à Paris, avec Picasso, avec Braque. Formidable. Alors c'est une jeune fille qui débute. Donc elle a eu de la chance finalement. C'est pour ça que je vous dis une vie comme un roman. Donc elle tombe très très amoureuse de lui et elle trouve que c'est à la fois un peintre et un poète à travers son œuvre. Alors cette photographie est extrêmement connue. Cette photographie, c'est travailler ensemble, mais en même temps, lui sera beaucoup plus théoricien. On appellerait ça l'orphisme. Mais comme dit, je ne sais plus qui dit ça, Jacques Damas, je crois, il dit, bon, Apollinaire est sympa, mais quand même, il a cette capacité d'utiliser des mots qui vont faire le tour de la Terre et qui ne signifient pas grand-chose. C'est vrai que le mot simultanisme va être beaucoup plus présent. C'est pas gentil de dire ça, mais je veux dire, on a du mal à l'expliquer, orphisme, hein, à part Orphée. Et ils vont choisir ensemble, lui va plutôt théoriser, lui est très ambitieux, il a plein d'idées folles, et il les réalise jamais pratiquement. Hein. Il va quand même faire le décor en 1937 du salon de l'aviation, enfin du département de l'aviation, si on dit, le voilà. Pas volage spécialement, puisque toutes les femmes se posent la question, évidemment. Mais on connaît une maîtresse en Espagne, bon bref. Je sais parce que j'ai vu l'œuvre la représentant. Bon, Robert Delaunay, autoportrait. C'est une petite famille noble en fait. Il n'a pas de moyens, sa mère est fauchée. Il ne s'intéresse pas du tout à son fils. Il s'intéresse finalement, il a un ego, je pense, assez développé. Ce n'est pas une petite griffe contre les hommes, c'est un constat, mais elle est extrêmement amoureuse. Elle lui écrit des lettres enflammées, je ne donne pas le détail. Ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez, dans ce portrait, il y a une influence qui est un peu néo-impressionniste, en quelque sorte, et puis il va arriver très rapidement ce que ne choisit pas Sonia, il va arriver à cette idée que finalement la couleur c'est aussi une couleur solaire. Il va regarder, il dit à Sonia, je regarde le soleil en Espagne, je vois des petits points noirs comme tout le monde, et finalement il va passer un petit peu des formes un peu cubistes à ces formes, je vais vite, circulaires, et donc ça le fascine énormément, et vous voyez qu'il a encore une facture finalement qui est divisionniste ici. Je vais vous mettre sous vos yeux deux œuvres, regardez bien les dates, on est avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1912, et ce travail en cordée, il se fait, ben non, en fait c'est Robert, oui si, c'est Robert et Sonia, vont se traduire par ce que l'on va appeler une lecture approfondie de la Bible de tous les artistes qui aiment la couleur, c'est Chevreul, en 1839, c'est-à-dire les contrastes simultanés. Quand vous avez deux couleurs l'une à côté de l'autre, elles s'embrassent pas, c'est pas le problème, elles sont détonnantes ou pas, mais il y a un contraste et l'œil perçoit un contraste d'une couleur à l'autre, donc crée finalement, si le rythme n'est pas sur l'œuvre, créer un rythme. Je sais que je vais très vite, mais on m'a dit 1 heure, pas plus, alors c'est épouvantable. Regardez ces contrastes simultanés de Sonia, où elle est encore dans une forme un peu prismatique, un petit peu géométrique. Le cercle appartient ici à cette œuvre, mais vous voyez que nous sommes là déjà passés en 1912 dans l'abstraction.
Nous sommes passés en l'abstraction, nous sommes avant la naissance quand même de Pierre Soulages. Et Robert Delaunay va représenter des fenêtres. Alors, ce n'est pas la fenêtre à la Matisse, bien sûr, mais c'est une fenêtre avec une évocation de la Tour Eiffel. C'est ce monde moderne qu'il veut évoquer, ce mouvement. Le mouvement, il va s'accompagner de représentations de l'électricité aussi, comme si Paris était Paris-Lumière. Pour eux, vous verrez le résultat. Et cette fenêtre, elle va s'inscrire vraiment dans une vingtaine d'œuvres, ce qu'il appellera les fenêtres simultanées, c'est-à-dire le mot simultané va devenir simultanisme. Ce mot, c'est voir finalement ces confrontations, ces oppositions, ces couleurs qui peuvent être des couleurs complémentaires. Je ne vous dis pas quoi, parce que vous savez tout ça. Ces couleurs complémentaires, ces couleurs dissonantes, le noir faisant partie de l'œuvre. C'est un langage qui est un langage de l'espace, un langage sensible et surtout un langage rythmique. Donc vous imaginez bien, là, 1912, quand les cubistes font finalement un cubisme un peu hermétique quand même, hein, où ils abandonnent la couleur, eux, finalement, choisissent autre chose. Mais c'est complexe, les femmes comme Sonia. Donc, il s'est appelé d'abord Sophia, Helena, Sonia, qui s'est appelé Stern, Terck, Ude et Delaunay. Il y a aussi, et elle le dit, il y a aussi une multiple influence. Elle a beaucoup, cette œuvre, c'est une des deux dernières œuvres avant de mourir. Pas juste le jour de sa mort, hein, de Cézanne. Vous voyez bien que finalement la couleur est constructive, elle construit non pas des effets de lumière sur l'espace, mais elle construit complètement le paysage avec une audace non mimétique. Il y a ça aussi qui l'influence. Il va y avoir aussi ces formes circulaires, ces contrastes simultanés. J'aurais dû vous parler de Chevreul à ce moment-là, mais c'est un peu la même chose. Et puis, avec Sonia, il va y avoir cette volonté, en fait, tous les jours, parce que je crois qu'ils ne sont pas loin à ce moment-là. Ça va être les Grands Augustins qu'ils habitent, un appartement rue des Grands Augustins. Et Picasso y avait habité, pas dans le même appartement, je pense. Mais peu importe, ils vont au Boulmiche, souvent sous la pluie, et ils regardent la lumière dans, finalement, ces lumières électriques qui inondent la ville, qui apparaissent et qui sont le signe d'une modernité. Tout à l'heure, je vous montrerai le prisme électrique qui est une des œuvres. Et là, en fait, sur une toile, elle a restitué son souvenir visuel de couleurs qui se juxtaposent, qui ne sont pas dans une harmonie, ce n'est pas forcément l'harmonie qu'elle recherche. Et là, vraiment, ils veulent représenter cette modernité. L'œuvre phare, vraiment, et on arrivera jusqu'en 79, je vous assure. Je n'ose même pas regarder l'heure. Ici, vous avez ce qu'on va appeler les prismes électriques. Donc, c'est à l'eau, finalement, de lumière qu'elle transforme ou qu'elle traduit. Évidemment, Robert Delaunay n'est pas loin, là aussi, dans ses formes circulaires. Elle va inscrire le nom de Sandra, c'est pour ça que je vous l'ai agrandi, mais on y reviendra tout à l'heure. Et c'est cette idée de simultané, c'est-à-dire le jeu de contraste créé par la juxtaposition des tons. Et ce mouvement rendu par cet aspect circulaire et le regard sur le soleil de le regard du soleil, par Robert Delaunay, va donner ces cercles. Ces cercles sont en dissonance. Vous le voyez bien que les tranches, en quelque sorte, si je puis dire, ne se correspondent pas. On a à chaque fois, c'est très fatigant les œuvres de Sonia et Robert Delaunay, on a un jeu entre les couleurs froides et les couleurs chaudes, on a un mouvement, on a vraiment cette vitalité qui correspond à l'observation de la lumière électrique. Donc finalement, ce sont des chercheurs, mais des chercheurs qui ne sont pas dans le passé, qui sont véritablement dans ce monde moderne. Alors, voilà une définition du simultanisme dans un instant. Je vais vous montrer la salle d'exposition où vous avez le bal Bullier, qui montre bien cette volonté de représenter cette vie moderne, qui était, je crois, pas loin de Montparnasse, dans le 14e, qui était un bal populaire, où on jouait rien du tout, elle jouait à être habillée en Sonia Delaunay. On dansait le tango, extrêmement licencieux à l'époque. Donc vous avez là cette salle et vous avez le bal Bullier ici. Le simultanisme, c'est la naissance d'un nouvel art qui repose sur le pouvoir constructif et dynamique de la couleur. Au-delà de la peinture,
Sonia Delaunay va explorer tous les domaines jusqu'à la publicité, le nouvel environnement de l'homme moderne, l'appartement des Delaunay qu'ils auront boulevard Malesherbes sera en fait pratiquement un showroom en quelque sorte des œuvres, et elle va faire des projets, on le verra. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se rapprocher, donc voilà le mobilier ici, et puis là vous avez en fait un poème, un petit poème écrit, nous sommes aussi à l'époque Dada. Elle va rencontrer Tristan Tzara, elle aime mieux les dadaïstes que les surréalistes, donc c'est pas la bande à Breton, c'est plutôt la bande à Tzara. Et elle va, et Soupeau aussi, Philippe Soupeau, qui va réaliser cette œuvre que vous verrez tout à l'heure sur une photo, qui est une œuvre un petit peu en direct, directement dans son appartement. C'est comme si vous aviez des écritures partout. Donc elle s'amuse beaucoup, cette femme, elle reçoit énormément, elle vit bien au-dessus de son niveau, et quand en 1917, la révolution russe va mettre fin à la propriété privée de ses appartements, quick, elle est bien obligée de travailler davantage. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1925, elle va sur le pont du Grand Palais, là, le pont Alexandre III, elle va créer une boutique éphémère avec Heim, fourreur, et elle va réaliser, bon, cette robe, vous l'avez déjà vue, recto verso, décidément, ça ne va plus. Et elle va surtout réaliser cette œuvre qui est gigantesque, c'est-à-dire qu'elle fait 3,90 m sur 97 cm, le fameux bal Bullier. Le bal Bullier, c'est vraiment la transposition de ces contrastes simultanés qui entraînent le mouvement et qui finalement ont un côté, la couleur étant statique en elle-même, les simultanés, c'est l'idée de s'arrêter à un moment donné devant la confrontation des couleurs ou une couleur. Mais en même temps, dans l'œuvre, et c'est ça qui paraît paradoxal dans l'écrit d'une des personnes, je ne sais plus, oui, je sais, mais je ne sais plus le nom de cette femme, excusez-moi, eh bien, c'est Bello, Julia Bello. Elle dit c'est en même temps figé, mais c'est en même temps l'idée de décomposition presque du mouvement, on va le vérifier. Je crois que vous ne voyez absolument rien. Ici, vous voyez qu'il y a une lecture de gauche à droite, qui peut se faire de droite à gauche. On a en fait, évidemment, ce n'est pas l'abstraction totale, ce sont des danseurs. Ici, regardez les 3 couples de danseurs. Celui-là, vous voyez ma petite flèche? Oui? Non. Moi non plus. Alors, je ne vais pas me lever quand même. Non, ça ne se fait pas. On ne se lève pas de table. À gauche, vous voyez le premier couple ici, dont le chignon rouge et la robe verte est un petit peu, et le rapprochement des corps est certain. Ensuite, vous avez un autre personnage en noir, et puis on a un troisième couple, je ne peux pas trouver la femme là du coup, un troisième couple. C'est comme s'il faisait des éléments séquentiels, c'est-à-dire qu'il est un peu comme Pierre Soulages, quand on vous demande de bouger devant l'œuvre. Il y a l'idée d'espace et temps, je pourrais vous expliquer, mais on n'a pas le temps. Là, c'est-à-dire finalement l'idée à la fois de mouvement et de durée, l'idée d'espace et l'idée de simultané, c'est-à-dire une vision d'un temps donné, fabuleusement intelligente, pas de moi, hein, bien sûr. Tango au bal Bullier. Donc cette dynamique, cette joie de vivre, cette traduction, c'était pas un pyjama en fait qu'il portait Robert, cette traduction dans la réalité physique, c'est pas une recherche de la nouveauté pour elle-même, c'est une recherche de la traduction du monde moderne. On est quand même là à la veille de la guerre de 14. Alors, voilà, cercle chromatique, bref, on ne va pas revenir, ce n'est pas exactement le cercle chromatique, ce n'est pas celui de Chevreul d'ailleurs, c'est le rapport des couleurs qui sont évidemment explorées, exploitées, complètement éclatées. Alors, vous voyez que aussi, elle va intégrer des mots, ce n'est pas la seule à intégrer des mots, elle va s'intéresser aussi à Dubonnet, qui est un apéritif que vous connaissez tous, non ? Je sais pas. Oui, enfin bon. Dubonnet. Elle va réaliser une affiche, bien sûr. Donc, elle travaille en travail préparatoire et elle va garder d'ailleurs les petites feuilles de notation. Alors, lorsqu'elle va partir en Espagne, ils sont en Espagne en 14, Pays Basque espagnol. Ils décident de rester, ils reviendront en 21 seulement à Paris, en passant par le Portugal, en faisant plein d'amis, en créant une maison Sonia à Madrid, c'est-à-dire sa première maison de tissu, disons, pas de couture réellement. Vous voyez que la dynamique est intéressante et j'avais envie de faire vous côtoyer 2 œuvres. Une œuvre assez, évidemment, un petit peu figurative, mais c'est pas grave, hein, chanteur de flamenco, et puis ici, finalement, cette évolution beaucoup plus abstraite, ici, de cette danse, ici,
comme finalement un passage tout naturel, extrêmement naturel entre figuration et abstraction. Et puis l'œuvre des œuvres, formidable. Je ne sais plus du tout où j'en suis dans les notes, mais c'est habituel si vous me connaissez. C'est pour me rendre un peu plus vivante. En fait, je ne suis pas très ordonnée, je dois le dire. C'est cette capacité finalement à créer, les jeunes diraient des deals, je trouve que c'est pas beau, mais des défis extraordinaires, et notamment avec les poètes. Sandrart, c'est un Suisse. Pourquoi je dis c'est un Suisse? C'est un poète suisse, pardon, qui arrive et qu'il rencontre. Tout de suite, avec Robert et Sonia, il y a une amitié, il y a énormément, c'est presque table ouverte chez eux, hein, de gens. Donc ils élèvent leur fils, dont je ne connais toujours pas le nom. Excusez-moi. Et donc, là, on est avec une ambition extraordinaire. Cette ambition, c'est d'abord d'avoir une œuvre qui aurait dû être beaucoup plus grande, et la hauteur de la Tour Eiffel. Donc vous voyez comme il y a une utopie, mais leur utopie ne reste pas à l'état d'utopie, elle va aussi se concrétiser. En fait, Sonia Delaunay va vraiment associer la couleur aux mots, la peinture à la poésie, et elle dit finalement c'est la même chose. Et elle fait cette extraordinaire œuvre, j'ai tout lu mais j'ai rien retenu, c'est l'histoire de, en fait, Blaise Sandrart, qui est amoureux de Jeanne de France, c'est pas Jeanne d'Arc, hein, et qui part de Russie, de Moscou, vers une ville dont je n'ai pas retenu le nom, et de toute façon je ne sais pas où c'est, mais je pense que c'est un peu plus vers l'Est. Et c'est tout ce cheminement à 16 ans, comme un rite d'initiation en quelque sorte, où comme une ballade en quelque sorte, qui est une prose, hein, la prose du transsibérien, et il va travailler ce texte, et non pas le faire illustrer par Sonia, parce que ce n'est pas une illustration, c'est une interprétation à deux mains en quelque sorte. C'est-à-dire que les mots vont pouvoir être en couleur, la couleur correspond aux résonances presque musicales des mots et du poème, et je crois que vous ne comprenez absolument pas grand-chose. Donc normalement ça fait 2 mètres, mais ça devait faire beaucoup plus. Je n'ai pas les dimensions, je suis désolée. Alors voilà, exposé, vous voyez, ici le texte. Le texte peut être écrit avec des typographies différentes. Donc il y a vraiment aussi cet intérêt pour la publicité, pour la typographie et non pas l'écriture à la main. Il y a une corrélation, mais cette corrélation ne correspond pas au sens, c'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre du noir, tiens. Sous là, j'aimerais bien, parce que le texte est mélancolique. Pas du tout. Elle va être absolument pas dans cela, elle va être dans une forme d'interprétation picturale. C'est-à-dire, c'est un travail à 2 mains, ils s'amusent comme des fous. Moi, à la place de Robert, j'aurais été hyper jaloux, hein, pardon. Mais il y a là la fin de l'œuvre que je vous montre, la Tour Eiffel, qui est presque le seul élément, en fait, figuratif. Et cette relation entre les deux, qui est une œuvre d'art, évidemment, qui est cette collaboration, cette cordée, cette idée, finalement, qu'il n'y a plus ces sections artistiques, mais une interpénétration, une connivence, une présentation simultanée, et on revient à ce terme simultané, en étroite correspondance avec l'énergie vitaliste et la poésie des photographies mentales de Blaise Sandrart. Et on en arrive même à dire, c'est l'exposé d'une autre spécialiste, qui dit finalement, elle ne lit plus du tout, à partir du moment où elle rencontre Robert, elle ne lit plus du tout, même pas des BD. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de BD à l'époque, hein. Mais elle ne lit plus du tout, pratiquement. Mais surtout, dit finalement, la couleur est un langage, mais c'est presque une substitut du langage écrit. Ça va plus loin pour elle, ça a encore plus de sens, même si elle est habitée par une culture immense, bien entendu, comme certains d'entre vous, et notamment monsieur. Alors, voilà du bonnet. Donc aussi, inscription dans la vie moderne, elle joue sur les mots. C'est vrai que Toulouse-Lautrec existe avant elle, c'est pas le problème de qui, mais c'est pas ça. Mais c'est vraiment, ça fait partie de la vie moderne, et c'est vraiment une restitution de cette ambiance grise de Paris, complètement sublimée par la couleur. Ça va très loin parce qu'elle va aussi travailler en collaboration avec le cinéma. Et c'est cette œuvre, ce film, Le Petit Parigot, alors en noir et blanc, film muet, noir et blanc pour la photographie, mais comme vous avez tellement de couleurs dans les yeux que forcément vous le voyez,
Alors, le titre est formidable, il y a plus 6 séances, 6 films, 6 petits films. L'appartement moderne, et je crois que c'était plutôt l'appartement de la femme moderne, dessiné par Robert Mallet Stevens, la modernité totale, et décoré par Sonia Delaunay pour le film Le Petit Parigot de René Le Sontier en 1926. Et vous voyez des meubles là, mais c'est intéressant, vous voyez là un tissu simultané, et vous voyez ici une œuvre, je pense, je fais un peu la spécialiste, non, je pense que c'est plutôt Robert, mais c'est dit que c'est Sonia, donc c'est Sonia. De loin c'est difficile, mais comme c'est dit que c'est Sonia, c'est Sonia. Donc vous voyez, ça va très loin. La collaboration, elle va aussi sur cette représentation aussi, vous avez le mur simultané, vous vous souvenez ici, eh bien, elle va réaliser, et elle s'amuse beaucoup. Alors, avec Zara, elle va faire des robes poèmes, je vous montrerai tout à l'heure. Mais là, un costume, une sorte de costume de Pierrot éclair, avec une femme qui était très connue à l'époque. Ici, souvenez-vous, vous avez parlé de Caroline de la revue Nègre, hein, donc il y a une relation, c'est pas une relation directe, mais là, vous voyez que finalement, quand la femme bouge, elle émet une circularité certaine, c'est bien dit, hein. Mais surtout, le décor, la relation entre le décor, finalement, de son juste au corps, de son habit, et puis le fond, est un élément extrêmement important. Donc, formidable inventivité, jusqu'à, et je n'ai pas mis le titre, être véritablement très novatrice dans le domaine des arts appliqués. Ce qu'elle faisait, c'est qu'en Russie, quand elle est arrivée à Paris, elle lisait, avant de connaître Robert, elle lisait un petit peu et elle cousait. Elle est devenue couturière extrêmement habile et la première chose qu'elle fait, c'est une couverture de berceau qui est là, couverture de berceau pour son fils, couverture de berceau. Vous voyez ce qu'on appelle une sorte de patchwork. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement un rapport de couleurs qui sont là peu de cercles et plutôt des formes prismatiques et des formes triangulaires, mais aussi quelque chose d'important, ce sont les textures. Elle va utiliser de la soie, elle va utiliser de la laine, donc finalement transposer encore dans le quotidien cela et j'aime beaucoup cette petite œuvre, alors un coffret à jouets pour son fils, formidable, hein. Vous voyez tout cela, mais surtout ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la revue, la couverture de la revue, on dit Der Strom. Merci, j'ai fait de l'espagnol, hein. Der Strom, Berlin, 1912-1913, et vous voyez que ce sont des papiers collés. Ça pas des papiers collés, oui. Ça préfigure un peu parce qu'on est là bien avant, peut-être Matisse, plus loin, plus tard. Mais là, ces papiers collés sont une œuvre d'art en même temps. Donc cette transversalité, cette capacité de travailler tout, ça devait être assez fatigant de vivre dans leur appartement parce qu'il y avait des œuvres partout et énormément de couleurs. Alors voilà, un panel ici de ces modèles. Encore une fois, elle n'innove pas, enfin encore une fois, je vous l'ai dit très faiblement, elle n'innove pas dans le domaine de la mode, mais elle va surtout libérer le corps. Et Sandra Hardy, d'elle, il y a un corps au-dessus de la robe. C'est formidable ça. À l'image de l'artiste, le créateur de modèles et le créateur du tissu ne feraient qu'un. Cette démarche synthétique et novatrice répond à l'essor de l'industrialisation textile et dialogue avec les expérimentations menées par les soviétiques. Vous voyez, quand je lis, c'est vraiment barbant, hein. Et Robert Delaunay va déposer le brevet du tissu patron. Et c'est pas tellement une œuvre pour une élite, mais c'est cette volonté, en fait, alors je ne sais pas si elle n'invente pas le patron, le demi-patron, je ne suis pas très douée dans ce domaine, mais comment s'appelle, le prêt-à-porter. Elle est plus prêt-à-porter et elle va revenir aussi à l'utilisation du raffia, l'utilisation de matériaux non seulement naturels, mais faits main. Alors là, voilà, pour la 3e fois, je suis fascinée. Alors, plus intéressant, c'est regarder un petit peu le décor de... Elle s'habille comme Cécile, c'est ça que je voulais cacher, Getty Images, pardon. Là, c'est Soupeau et ses amis de Zara qui vont écrire, un peu comme les dadaïstes pouvaient écrire avec Picabia, espèce de jeu en quelque sorte de mots. Elle va, parce qu'elle en a besoin financièrement, créer dans son appartement, vous imaginez, une maison Sonia. Une maison Sonia, elle avait déjà créé à Madrid une Casa Sonia où toutes les madrilènes les plus chics venaient. Et vous le voyez, va faire reprise. 29, le problème, c'est qu'il y a une crise économique, elle est obligée de fermer boutique. Voilà un projet pour son salon.
Donc vous voyez, on est vraiment dans cet art déco en quelque sorte. Hein. Bon, moi je n'ai pas prononcé le mot parce que franchement, on ne peut pas la résumer à ça. Bon, là c'est toujours la même chose comme tout à l'heure. Et dans un autre appartement, je crois que c'est la rue des Grands Augustins, regardez comme une œuvre ici qu'on aurait dû mettre en couleur, évidemment, hein, avec cet avion, je crois, à hélice, hein, de Robert Delaunay et la Tour Eiffel. Elle fait poser ses amis, ses mannequins devant. Et puis elle s'amuse beaucoup parce qu'elle-même, là on est à Madrid, elle se customise, elle s'habille ici. Le mot simultané est vraiment associé aussi au tissu. Je ne sais pas si vous aimez les tissus, mais là on a l'impression que c'est extrêmement contemporain. C'est vraiment extrêmement contemporain, ça devient presque en quelque sorte, elle dépose la marque simultanée en France d'ailleurs et aux États-Unis. C'est véritablement d'une intemporalité étonnante. Alors vous allez me dire que c'est parce que c'est géométrique aussi, c'est vrai que ça y fait, mais il y a une inventivité extraordinaire et ça pourra revenir à la mode, je le vois dans 2 ans à peu près. Alors voilà, l'exposition, donc simultanée, donc il y a des tissus, j'ai une belle-sœur qui adore les tissus et qui voulait être archéologue des tissus, mais c'est foutu parce qu'elle est à l'âge de la retraite. Mais elle est extrêmement douée pour jouer ici. Donc, il est évident qu'on a évidemment relégué un peu cette production de côté parce qu'on s'est dit de toute façon c'est sa condition féminine, le fait d'être russe et être habitué aussi à ce travail de broderie, ou bon c'est cela aussi. Il y a une nécessité économique bien entendu et c'est bien après, hein, même en 2015 qu'il a fallu remettre les choses en place. Là voilà encore, excusez-moi. Et ici on est au Claridge en 1926, vous aviez reconnu. Et elle fait faire un défilé dans c'est de l'hôtel Le Claridge, dans un lieu somptueux, défilé de mode, totalement inventif, avec la vie sur ses costumes, le mouvement et ses recherches. Alors, cette boutique Haim, avec Sonia Delaunay, finalement, elle a un bon caractère, parce qu'elle est assez facile, elle n'est pas pénible. D'ailleurs, c'est sa mère qui était pénible. D'ailleurs, elle a pas de souvenir. J'ai transposé ici dans cette image, là vous le voyez bien, une robe qui n'est pas une définition forcément de la sensualité féminine peut-être, mais qui exagérée et vraiment dans cette géométrie. Alors Madame Haim est représentée par Delaunay. Delaunay c'est plutôt les années 30 pour choisir véritablement l'abstraction. C'est elle finalement qui est en avance par rapport à lui. Et là, vous voyez Madame Haim qui est légèrement cubiste, légèrement orphiste ou bien simultanée. Elle s'amuse tellement qu'elle va faire des robes poèmes à partir des poèmes de ce dadaïste Stan Zara en 1922. Si vous arrivez à voir l'ange a glissé sa main dans la corbeille de fruits de l'œil. Arrêt des roues de la voiture et le gyroscope étourdi du cœur humain. Je ne crois pas que ça apparaisse d'ailleurs, ici c'est la première partie, ici. Donc encore cette revisitation de la collaboration avec un poète. J'aime bien cette photographie parce qu'elle nous montre, bon, Sonia Delaunay a un certain âge, dans les années 70. Elle a perdu son époux en 41 et bon, c'est un choc immense. Elle va retrouver Harpe, Magnelli, Tauber, Harpe, l'épouse d'Harpe, dans le sud de la France. Elle va faire un petit séjour elle va rencontrer Jean Cassou d'ailleurs à Toulouse. Et vous voyez, elle s'habille comme elle peint. Hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment une relation là entre les deux. Et la grande œuvre, qui est une œuvre un peu à la limite presque synthétique, en 67-68, c'est l'exposition et la reconnaissance, enfin la consécration de Sonia Delaunay. Là, les féministes sont très contentes, en pleine période 60, mais elles sont contentes. Elle a passé aussi beaucoup de temps à exposer son époux après sa guerre. C'était vraiment fondamentalement important. Mais elle émerge, et vous voyez qu'ici on a trois séquences en quelque sorte. Et là on peut parler de séquences. Dans la partie gauche de ce serpent noir, ici avec ses formes sinuosidales, ici ces ronds, ces couleurs non couleurs qui sont des couleurs, enfin vous comprenez absolument pas grand chose, et la forme géométrique ici. Et c'est une sorte de synthèse de cette œuvre qui a un titre très éloquent. Rythme syncopé. Alors attention, on n'est pas du tout dans la référence à la musique comme l'était Kandinsky. Kandinsky, il écoute, il voit, il vibre, évidemment, elle aussi, elle vibre à la musique, mais c'est vu surtout par rapport à la couleur, la vibration colorée.
Kandinsky, c'est plutôt finalement les sensations qu'il essaye de traduire, et c'est pas du tout le même type de rapport. Mais je n'insiste pas trop, parce que je ne saurais pas développer de toute façon. Reconnaissance à ce moment-là, reconnaissance aussi de l'État, et cette donation, et je crois que le nom du fils va apparaître bientôt, arrive à ce moment-là. Voilà, regardez, agrandit une œuvre qui n'est pas là, mais il est certain que on est finalement un peu dans le propos de Soulages, un peu idiot, mais enfin, je veux dire, on a l'impression, certains me disent que Soulages ne se renouvelle pas, parce qu'ils ont l'impression de faire toujours la même chose. Enfin, personne n'a osé me dire ça, parce que je pense qu'ils auraient été directement à la sortie. Non, gentiment. Non, c'est pas ça. Mais là, en fait, elle est dans une linéarité de son projet, même s'il y a à chaque fois un renouvellement, un fil rouge extrêmement fort, finalement. Une femme, ai-je dit, je ne l'ai pas dit, qui a un caractère très fort. Si bien que son fils, c'est pas rigolo. Son fils, vous savez, il a un prénom, hein, mais il va en fait être historien du jazz, écrire un livre sur le jazz. J'aime beaucoup cette photographie. J'aime beaucoup cette photographie 1952, donc contemporaine des deux œuvres qui sont dans la salle. Elle est à ce moment-là reconnue. Elle n'a pas un ego surdimensionné, cette femme, mais elle est intéressante. J'aime bien la photo de droite, qui est vraiment une photo d'artiste, parce que là, vous la voyez en train de sourire, ça lui arrive, hein, mais je veux dire là, un peu caché, ce sourire, parce qu'elle dit, je me suis amusée toute ma vie et j'ai créé avec la joie, ça me plaisait. Et une femme qui dit cela alors qu'elle a eu une vie un petit peu quand même difficile, hein, dans ce moment, c'est vraiment très de faire une sorte de carré de présentation très ordonnée de ces tissus. Ça montre la variété, ça montre cette capacité de renouvellement, et ça montre aussi quelque chose que je n'ai absolument pas évoqué, la profondeur. L'espace, ça peut être un espace abstrait qui est profond, c'est pas ça qui l'intéresse, même si vous voyez un côté comme Vasarely. Alors, elle est terriblement terrifiée, parce que quand elle va peindre sur une voiture Matra, je crois dans les années 67, je pense que je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement, je ne sais plus, eh bien, elle va avoir Vasarely à côté d'elle. Elle n'aime pas du tout Vasarely. J'ai pas assez parlé finalement, donc je vais laisser parler les autres. Et je vais prendre la dernière page de Roger Damas, je ne lis pas toute la page, bien sûr, qui définit vraiment ce personnage. C'est finalement les ajouts par rapport à Nous irons jusqu'au soleil. Ses mémoires. Certes, elle et Delaunay, comme Delaunay le dit lui-même, ont apporté la couleur, une autre couleur au XXe siècle. Mais avec quelle finesse et quel sens des valeurs. Et si la leçon a été comprise par certains, d'autres, de bonne foi du reste, l'ont massacrée. Cette couleur, pas elle, je vais mieux lire, ont massacré cette couleur, en croyant que la quantité, la violence ou l'intensité étalée valait la qualité. Or là, quelle erreur! Il y a des règles, il y a des lois, certes, où l'instinct sublime de Sonia Delaunay sait que chaque couleur a sa place, mais avec les réserves et les quantités que chacune doit avoir. Et je trouve que c'est un bel hommage. Et pour faire plaisir à Philippe Soupeau, je vous lis ce petit poème ici, qui correspondra peut-être, et pas du tout en fait, à l'œuvre que vous avez sous les yeux. Et je vous parle de Joseph Delteil. Sur le vent, sur la terre, souvenez-vous des silences rouges et verts, des sourires orangés. Surtout n'oubliez pas Sonia Delaunay, son fils, vous voyez bien qu'on ne donne pas son nom non plus, hein, son fils et son mari Robert qui vous saluent. Philippe Soupeau. Un besoin de vitesse affole nos tissus, nos cœurs et nos jambes. Le sang galope dans nos veines au rythme de l'univers. Plus rien jamais n'arrêtera ni nos poux, ni la terre tournante. Joseph Delteil, quelle rencontre donc, poète, formidable vie, femme d'exception. Et c'est vrai que le mot grande dame correspond vraiment au terme qu'on utilisait dans les années 50. Certains, je crois avoir compris, l'appelaient maman. C'est-à-dire toutes ces femmes qui arrivent dans les années 50, surtout les copines qui venaient de l'Est aussi, vont trouver en elle une écoute, elle est bienveillante lorsqu'elle donne des conseils à Pierre Soulages notamment, et vraiment
elle a été extrêmement essentielle, non pas peut-être pour les années 60, mais pour notre monde d'aujourd'hui, en quelque sorte. Le design, la mode, le croisement des arts, l'idée aussi de revenir à un travail manuel. Je ne dis pas par là même qu'elle est écolo, hein, on ne va pas mélanger les choses, mais il y a vraiment cette volonté. Et surtout cette idée que, avec toutes les émotions qu'elle a dans la tête, la couleur va devenir le vecteur finalement de son action, parce que c'est une femme active et une femme totalement inscrite dans son époque. Je regarde si la voiture, je l'ai. Je pense que ça, c'est pas très bien de dire ces choses, de faire ces choses-là. Regardez, alors oui, ça c'est extraordinaire. Des bonnets d'automobilistes 1924 et 1928, ça fait vraiment penser à autre chose. Bien sûr, c'est les maillots de bain en laine que certains peut-être ont connus dans cette salle. Alors voilà, une autre œuvre. Donc elle fait poser ces mannequins et il y a une relation tout à fait possible hein, entre cette œuvre ici puis celle qui est là. Donc cette volonté aussi quelque part, et c'est en ça qu'elle est éminemment féministe, de libérer le monde et libérer la femme. Et comme dit Sandra, elle puise finalement dans le monde entier. C'est là son arène, comme Robert, en quelque sorte. Alors j'aime pas du tout cette représentation qui est un peu nulle. Je reviens à cette phrase fondamentale et très simple. Tout est sentiment, tout est vrai. La couleur me donne la joie. 25 ici. Et je pense que c'est la dernière. Je vous ai montré la voiture? Non. Non, mais vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas l'œuvre ici. Et c'est terminé. Je ne vais pas vous montrer les déchets de la fin de mon PowerPoint. On termine sur la couleur. Donc voilà cette femme extraordinaire. Et lorsqu'elle a fait avec son fils Charles la donation à la fin de sa vie, c'est vraiment une reconnaissance. C'est cette envie qui correspond bien à ce qu'elle est. C'est-à-dire que finalement, elle ne fait pas ça pour elle, elle fait ça pour les autres. Je vous remercie.